de Paris. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Alors, cette affaire du siècle, c'est une victoire pour les associations. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour la fin du siècle et pour la fin du mois? Déjà, ça apporte une vérification, c'est que derrière les sommets sans lendemain, les conventions citoyennes dont on remet toujours à plus tard les propositions pour faire simplement de la communication, il y a une réalité, c'est que l'État, et en l'occurrence ce gouvernement aussi, dans la foulée d'autres, mais ce gouvernement particulièrement, met la France à la traîne sur la question du changement climatique. On ne le sait peut-être pas, mais quand Emmanuel Macron est sur une scène avec un fond de scène vert et qu'il est sacré champion de la Terre, dans le même temps, en avril dernier, il passe un décret pour restreindre nos objectifs en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Le projet de la Convention citoyenne pour le climat, toutes leurs propositions sont édulcorées, remises à plus tard. C'est le gouvernement qui a réintroduit les néonicotinoïdes. Qu'est-ce que cette décision va changer? Déjà, ça va changer. Première chose, ça va d'abord changer le fait qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles et de considérer simplement que parler d'écologie suffirait à être véritablement écologiste. Et puis pour le reste, dire une chose, c'est que le changement climatique est commencé, il est irréversible et maintenant il y a urgence à agir. Et nous proposons la planification écologique, c'est-à-dire que toute l'économie du pays soit organisée pour solder la dette écologique, une dette dont on parle bien peu. Je salue mon camarade Adrien Rohard. Qui allons-nous écouter et voir ce soir? Bonsoir Gilles Bornstein, bonsoir Adrien Quatennens. Vous êtes déjà venu dans cette émission, vous connaissez donc son principe et ses observateurs citoyens. Les voici, un panel que nous avons convoqué. 3 sont avec nous ce soir, je vous les présente. Il y a un petit nouveau déjà, c'est lui. Il s'appelle Laurent, 51 ans, il vit à Alfortville où il est chanteur lyrique. Alors pas de démonstration de cet talent artistique ce soir, ni des miens ni des vôtres. On ne chantera pas ensemble, mais des avis très prosaïque, c'est dommage en effet. Si vous voulez chanter, vous pouvez toujours y aller. Plein d'analyses de sa part, il vous parlera de Jean-Luc Mélenchon notamment. Théophile est également avec nous, il boit un petit coup, il a bien raison, étudiant en droit à Paris, habitué de l'émission, et il s'est mis, vous le voyez, aux couleurs de la France insoumise. Est-ce un signe de sa bienveillance? Vous verrez ça dans un instant. Et en direct avec nous, depuis la Bretagne, Pipriac, pour être précis, c'est Mireille. Bonsoir Mireille, agent de service dans un foyer de vie. Vous entendrez dans un instant pourquoi Mireille est défiante envers le gouvernement, défiante envers les vaccins. Vous pourrez échanger tous les deux. A tout de suite Mireille, vous avez plein de choses à dire à Adrien Quatennens. Vous chantez bien, vous regrettiez de ne pas avoir à chanter? Vous aimez ça? J'aime bien ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Moi, j'aime beaucoup aller à des concerts, c'est connu, ouais. Alors, de toute façon, j'en ai moins le temps aujourd'hui qu'avant. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous manque. Enfin, il faut dire une chose, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas complètement. On me dit à l'oreillette que ça s'appelle les uns sous-sol, c'est vrai? Ça s'appelle comme ça, ouais. Ça s'appelle comme ça. C'est un nom provisoire. Vous êtes l'insoumis des uns sous-sol? Non, on est plusieurs avec des collaborateurs parlementaires. On fait des reprises. Ça va de Gainsbourg à Nirvana, en passant par tout un tas de trucs. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et ça nous manque. Mais ça nous manque comme à tout le monde, en fait. Alors, tout à l'heure, un de vos invités était en rouge, mais on m'a fait remarquer que vous appelez camarade dénoterait une connivence idéologique avec vous. Alors, je précise que je suis d'une stricte neutralité. Suivez-moi. Mais que nous sommes bien camarades pour autant. Pour autant, nous sommes camarades. Suivez-moi, Adrien Quatennens. Alors, je ne l'ai pas encore dit, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes député du Nord de la France insoumise et virtuel numéro 2 du parti. Hier, le président de la République a voulu nous rassurer sur la capacité, à nous, les Français, à nous faire vacciner rapidement. On écoute le président de la République. D'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. Nous aurons des sites qui vont, en France, produire le vaccin. On en aura 4 qui vont produire ce vaccin et qui, à partir de fin février, début mars et sur les semaines et mois qui suivront, vont progressivement s'ouvrir et produire. Est-ce que vous y croyez? Je l'espère, mais je préfère le vérifier parce que pour l'instant, on voit bien que entre les mots posés par Emmanuel Macron, souvenez-vous, au printemps 2020, il visite Sanofi, on est plein d'espoir sur le vaccin, on passe l'éponge sur le fait que Sanofi avait promis toutes ses premières doses aux États-Unis, et on se dit, bon, la France va être à la hauteur dans cette situation. On a eu un discours sur le fait que des biens et des services, Emmanuel Macron qui le disait, doivent être placés en dehors des lois du marché, sur le vaccin bien commun de l'humanité. Non mais là, on parlera de tout ça. Je parlais d'approvisionnement, parce que Jean-François Delfraissy lui-même disait si 40% des Français sont vaccinés au début de l'été, ça sera bien. Et 2 jours après, le président de la République dit tous les Français. Donc c'est vrai qu'on a, en termes d'approvisionnement, on ne sait plus trop quoi penser. Mais j'allais répondre à votre question, Gilles Bornstein. En réalité, le problème, c'est que le vaccin est soumis aux lois du marché. Et donc on voit bien, y compris qu'en termes de production, les laboratoires pharmaceutiques jouent de ces lois de l'offre et la demande. Et on a vu le cas avec Pfizer, le nombre de doses. On a vu le cas avec Moderna, AstraZeneca. Donc, il faut dire une chose, c'est que dans cette affaire, la gestion de la crise de la Covid, c'est le cas du vaccin, mais c'est le cas des masques également. On voit bien que le marché n'est pas à la hauteur pour régler ces crises. Je prends quelques exemples rapides, mais
Sur le vaccin, par exemple, peut-être que vous ignorez qu'il y a un vaccin français, en réalité, qui est en cours de production. Absolument. Près de Nantes, à Saint-Herblain. C'est le laboratoire Valneva. Et comme il a trouvé des financements anglais. Et comme c'est le Royaume-Uni qui a financé essentiellement, c'est le Royaume-Uni qui va récupérer l'essentiel des doses. Sur les masques, dans le nord d'où je viens, il y a une entreprise qui s'appelle Mako Pharma qui produit les fameux masques FFP2. Vous avez vu récemment, le Haut Conseil de santé dit qu'il faut arrêter les masques en tissu, il faut préférer les chirurgicaux, le FFP2. Pourquoi l'État n'achète plus les masques Mako Pharma produits en France? Donc si vous voulez, moi ce que je pointe, c'est que vous me dites, est-ce que vous croyez aux paroles d'Emmanuel Macron? Je vois pour l'instant, depuis le début de cette crise, qu'on nous parle de souveraineté sanitaire, qu'on nous parle de réindustrialisation, de relocalisation, et que ce n'est pas ce que nous faisons. On va avoir besoin aussi d'un traitement, d'une stratégie thérapeutique associée à la stratégie vaccinale. Pourquoi nous ne disposons toujours pas en France d'un pôle public du médicament? Pourquoi est-ce que c'est LVMH, des fonds privés, qui doivent financer la recherche? Pourquoi, alors que nous produisions il y a 20 ans 80% de nos médicaments, vous savez peut-être pas, mais la France est dépendante à 80% d'imports en médicaments désormais. Donc moi, j'aimerais simplement qu'Emmanuel Macron mette ses mots en bonne adéquation avec les actes qu'il pose. Alors, j'entends ce que vous dites sur le vaccin, mais est-ce que ce n'est pas ce système capitaliste et cette incitation au profit qui a fait que les laboratoires ont fabriqué dans des temps records, au terme d'une créativité dont personne ne les croyait capables, ce vaccin? Mais la cupidité n'est pas le moteur de, toute réussite. Est-ce que ça ne l'a pas été en l'occurrence? Regardez ce qui se passe avec le vaccin. On a une pandémie mondiale. Et le fait que ce soit notamment les big pharma qui dirigent la politique et la diplomatie vaccinale, est-ce que vous savez, Gilles Bronstein, que, en tout cas c'était les chiffres de la semaine dernière, sur 39 millions de doses qui ont été inoculées à travers le monde, seuls 0,00006% ont été inoculées dans les pays pauvres, 25 doses. Donc si vous voulez, je ne suis pas sûr que le marché soit adapté à la situation. Et par exemple, sur le vaccin... Précisément, là, si les big pharma, comme vous dites, Pfizer, Moderna, ont réussi, est-ce que ce n'est pas... On peut trouver ça moralement condamnable, hein? Non. Est-ce que ce n'est pas parce une question de morale. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils pensaient en tirer un énorme bénéfice? Mais c'est un problème, par ailleurs. Moi, je pense. C'est un problème par ailleurs. Quand Emmanuel Macron dit, c'est lui et c'est pas tous les jours que je le cite, alors profitez-en. Oui, quand il dit le vaccin doit être un bien commun de l'humanité, ça veut dire que par exemple, qu'attendons-nous pour utiliser les licences d'office pour contourner les brevets et tout ce que ça suppose? Il y a des biens et des services qui doivent être sortis des lois du marché. Je pense que c'est plus efficace. J'entends ça, mais vous refusez de répondre sur le fait que cette incitation à gagner de l'argent a peut-être favorisé la vitesse de production du vaccin. Non, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? La cupidité n'est pas moteur de tout. Ça peut être moralement condamnable, mais ça peut être un moteur. Moi, je suis persuadé que l'intérêt général, et y compris face aux grands défis que nous avons devant nous, va être le principal moteur. De toute façon, on n'aura pas le choix. Puisqu'on voit bien les failles du marché dans cette affaire, on le vit encore avec la stratégie vaccinale. On l'a vécu avec les masques. Les masques, c'était pareil, c'était le grand déménagement du monde. Pourquoi les stocks stratégiques n'avaient pas été renouvelés en France? Parce qu'on avait fait le pari que la capacité de production chinoise ferait que... On a vu le résultat, ça n'a pas marché. Parfois donne de beaux résultats et parfois pas. Et souvent pas d'ailleurs. Le vaccin russe Sputnik serait efficace à 91% d'après la revue Lancet. Est-ce que vous souhaitez que la France et ou l'Union européenne en commandent? Alors là, je commence par me marrer un peu, vous voyez. C'est marrant, je m'en doutais. Parce que pour des raisons idéologiques, là pour le coup, puisque vous parlez d'idéologie, on a vu souvent nos dirigeants balayer d'un revers de la main le vaccin russe, le vaccin chinois, pourquoi pas même le vaccin cubain. Je l'attendais également. Regardez, en Italie, par exemple, pendant la crise, vous savez peut-être pas, mais les Cubains sont venus en Italie au renfort, les médecins cubains, qui sont d'ailleurs en pointe. Donc nous avions dit depuis le début, il ne faut pas faire d'idéologie là-dedans. Le président de la République a envoyé une mission en Russie pour voir si ce vaccin fonctionne. Oui, mais il fallait voir un peu sur les bancs des ministres et dans les bancs de la majorité comment ça se passait quand Jean-Luc Mélenchon parlait du vaccin russe et du vaccin cubain. On nous avait même dit, vous choisissez vos vaccins selon les régimes que vous soutenez ou pas. Je rappelle que l'Union soviétique, ça fait longtemps que ça n'existe plus par ailleurs. Mais nous avions dit une chose, n'ayons pas de préconçus idéologiques. Si en effet les vaccins sont efficaces, donnons-nous les moyens de travailler avec et puis par ailleurs d'avoir un portefeuille de vaccins qui permettent plusieurs technologies. Parce que moi je le dis, il y a la technologie ARN messager, mais il y a aussi d'autres vaccins avec des méthodes plus traditionnelles pour avoir le choix. Oui, le vaccin russe. Mais s'il est efficace, évidemment. Très bien. Le chef de l'État a dit aussi dans la même intervention hier que ce n'est pas la vaccination, parce qu'on n'aura pas le temps, qui nous évitera un reconfinement, mais le respect des gestes barrières. En gros, il demande à tout le monde, à tous les Français, de faire des efforts pour éviter le reconfinement. Est-ce que vous, à votre place d'opposant, vous êtes prêt aussi à faire un effort, c'est-à-dire à soutenir cette démarche, puisque vous ne souhaitiez pas le reconfinement? Mais tout le monde souhaite cette démarche. Une chose est sûre, je ne suis pas en mesure de dire si le chef de l'État, avec la situation telle que nous l'avons à l'instant T sous les yeux, pourra éviter
le reconfinement dont on discute en ce moment? Je ne le sais pas. Je l'espère, comme nous tous, ça voudrait dire que la situation épidémique est mieux maîtrisée, mais je ne le sais pas. En revanche, j'ai une certitude, c'est que de plus en plus de scientifiques nous alertent sur le fait que l'épidémie risque de durer, et si ça dure, on voit bien qu'on ne pourra pas faire vivre la France durablement au rythme des confinements, des déconfinements et des couvre-feux. Ça ne marche pas. On en voit maintenant les conséquences économiques, sociales, mais surtout les conséquences psychologiques. Et donc, ça fait maintenant quelques mois, depuis le mois de novembre, je crois. Si c'est pour le roulement, je vous propose qu'on le fasse plus tard parce que je vous vois venir avec l'économie du roulement. Et vous voulez que je réponde à un QCM? Mais je vous connais, parce que vous répondez toujours on enfonce des clous, c'est comme ça qu'on entre des idées. C'est le roulement, pourquoi pas. Des alternatives au confinement. Je vous promets qu'on en parlera. Direction. Comment? Vous pouvez. Direction la Bretagne, où se trouve Mireille, assez peu convaincue par la politique du gouvernement, par la politique en général. D'ailleurs, Adrien. C'est ce qu'on va voir, en effet. Adrien, vous, parce qu'il y a un autre Adrien derrière moi. Absolument, Adrien Roy. En effet, on va retrouver Mireille qui va se connecter avec nous. Bonsoir Mireille, depuis Pipriac en Bretagne, c'est à 200 km de Saint-Malo. Je le précise, parce que je sais qu'il y a des adeptes, les amateurs de crêpes au citron et les amoureux de la Bretagne, évidemment, apprécieront et doivent connaître Pipriac dans l'Ille-et-Vilaine, où vous êtes agent de service dans une maison de vie, Mireille. Bonsoir à vous. Bonsoir Adrien. Bonsoir. On parlait à l'instant des mesures gouvernementales et du vaccin. On va parler des deux, mais je commence par le vaccin. Où vous en êtes, vous, dans votre réflexion? Est-ce que vous avez envie de vous faire vacciner, Mireille, ou pas? Ah, pas du tout. Il n'y a pas assez de recul sur le vaccin. Pour moi, il faut attendre encore quelques années pour que moi, personnellement, me faire vacciner. Il faut attendre quelques années, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peur des effets secondaires? C'est ça qui vous effraie à l'heure où on se parle? Oh, les effets secondaires et plein d'autres choses. Pour moi, il n'y a pas assez de recul. C'est pas au bout de 9 mois qu'on peut vacciner. Alors, cette défiance envers le vaccin, on l'entend, Mireille, évidemment, c'est votre droit de ne pas vous faire vacciner, bien sûr. Pour autant, quand on sent la défiance qu'il y a en France en ce moment autour de ces questions-là, est-ce que vous ne vous dites pas, in fine, il faut peut-être que je montre l'exemple, moi aussi, et en plus, vous travaillez au contact de personnes sensibles, je crois? Oui, tout à fait. Mais pour moi, personnellement, nous faisons déjà les gestes barrières. Pour moi, le vaccin, pour l'instant, n'est pas valable. Ok, pas valable. Et votre réponse, en revanche, est tout à fait valable. Vous avez le droit de penser, évidemment, je le rappelle, ce que vous pensez ce soir. Parlons maintenant des mesures gouvernementales. Alors, il y a eu les confinements successifs, il y a eu le couvre-feu. Est-ce que vous comprenez la politique du gouvernement en ce moment pour gérer la crise sanitaire? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous dites, ok, on va dans le bon sens? On va dans le bon sens. Bonne question. Les gestes barrières, certes, ils sont utiles. Maintenant, le confinement à 100%, je ne sais pas. Et pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais est-ce que vous faites confiance à ce gouvernement aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites, bah oui, moi je les crois et ce qu'ils me disent, ça me convainc? Ah, pas du tout. Ils ne me convainquent pas du tout. Et pourquoi vous n'êtes pas convaincue, Mireille, par les décisions qui sont prises en ce moment? Oh, moi, je penserais que ça serait bien que les Français aillent dans la rue pour pouvoir manifester et dire ce qu'ils pensent. Ah, vous dites, il faut que les Français manifestent. Comme à l'époque des Gilets jaunes, il faut qu'il y ait un soulèvement populaire. Mais pour dire quoi? Ce serait quoi le message? Le message, ça serait de dire on en a marre, on voudrait revivre, parce que boulot, dodo, métro, il y en a un petit peu marre. Après, certes, il y a la Covid. Mais je pense qu'il y a eu la grippe aussi à une époque et on fait avec. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de métro à Pipriac. Vous m'arrêtez si je me trompe. Mais on a compris évidemment le sens de votre intervention. Je vais vous poser une question un petit peu cash, Mireille. Est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts en ce moment? Est-ce que c'est dur financièrement? Financièrement, c'est dur. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais financièrement, c'est dur. Comme beaucoup de personnes, de toute façon. Ok, vous avez en face de vous un représentant de la France Insoumise qui est Adrien Quatennens. Évidemment, leur parti, la France Insoumise, ils ne cessent de le répéter, ils veulent aussi lutter contre la précarité, contre les plus pauvres, contre ceux qui, comme vous peut-être, n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Est-ce que vous avez envie de vous tourner aux prochaines élections vers la France Insoumise, vers Jean-Luc Mélenchon? Il vous écoute et il va vous répondre. Non, pas du tout. Pour moi, ils n'ont rien fait. Pour moi, rien n'est valable. Pour l'instant, on n'a que du vieux. Un peu de jeune, ça serait bien. Une politique un peu plus jeune, qu'on a l'impression que c'est toujours du vieux.
Parce que Jean-Luc Mélenchon n'incarne pas cette jeunesse politique? Je ne trouve pas. Et, on le voit à la télé, on le voit un peu partout, mais on ne voit pas grand-chose de changer. Alors, Adrien Quatennens, Mireille est à vous. Si j'ose dire, qu'auriez-vous envie de lui dire ce soir après avoir entendu son témoignage très honnête? Bonsoir Mireille. Bon, je suis censé répondre, j'imagine, aux différents sujets que Mireille a abordés. Bon, sur la question des vaccins, la bonne stratégie, c'est clair, et d'ailleurs, ce sont des spécialistes qui le disent, c'est pas l'obligation, et c'est pas d'y aller au forceps avec les gens qui doutent. Il faut y aller à la conviction. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je suis, par essence, favorable à la science et au vaccin. Maintenant, j'entends ce que dit Mireille, et puis surtout, elle représente, à travers ses mots, une proportion significative de la population française qui hésite, qui doute. Donc commençons d'abord par toutes celles et ceux qui ont envie de se faire vacciner, parce qu'eux, ils attendent toujours de le pouvoir, et aujourd'hui, s'ils le voulaient, ils ne le pourraient toujours pas d'ailleurs. Et puis ensuite, disons les choses. Il faudrait qu'on puisse avoir notamment le choix sur le type de vaccin. Parce que quand Mireille dit on n'a pas de recul, c'est parce que c'est vrai, on peut s'en féliciter. La recherche sur le vaccin est allée très vite, mais il y a une nouvelle technologie qui est mise en circulation, l'ARN messager, qui a fait ses preuves sur d'autres aspects que le vaccin. Mais il y a des gens qui doutent et qui préféreraient choisir un vaccin de méthode plus traditionnelle où on inocule un virus inactif. Donc il faudrait pouvoir permettre le choix, et je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Si on ouvrait un peu les vannes, si on ne refusait pas pour des raisons idéologiques des vaccins venus d'ailleurs, et je me félicite de ce point de vue que, par exemple, le vaccin russe ou d'autres peut-être soient dans le portefeuille, eh bien, on pourrait avancer là-dessus. Ensuite, sur ce que Mireille a dit sur la vie et le mode d'organisation, c'est clair, et là j'en suis d'accord avec elle. Si l'épidémie dure, on ne va pas pouvoir avoir pour seule méthode, je le disais, de confiner, déconfiner. C'est le moment de parler du roulement. Eh bien, très bien. Donc justement, ce que nous avons proposé, je vous l'ai promis. Vous voyez, depuis le début de la crise sanitaire, on fait des propositions à ce gouvernement qui finalement s'enferme dans son conseil de défense, qui est devenu une sorte de gouvernement parallèle, qui rend compte à personne, qui est tenu au secret défense. Et on a l'impression que le Parlement et les oppositions, c'est-à-dire quand on fait des propositions, quand on édite un plan complet de déconfinement, quand on propose des alternatives au confinement, c'est pas pour notre gloire personnelle. Ce que nous proposons est à la disposition du gouvernement. Allez-y. Donc on propose par exemple un renforcement des protocoles sanitaires dans tous les secteurs de la société et d'organiser des roulements, des rotations, puisqu'on sait que le virus circule d'autant plus qu'on est concentré au même endroit au même moment. On pourrait par exemple, je cite 2 exemples, au travail, si on diminuait par exemple d'une demi-heure la journée de travail. On pourrait organiser des rotations de sorte que les gens n'arrivent pas au même moment, ne repartent pas au même moment. Il y en a un qui arrive à 9h, un autre à 9h30, et puis surtout, un à 10h. on pourrait s'accorder avec les organismes de transport en commun et éviter les flux et les quais bondés, et notamment les heures de pointe. À l'école, par exemple, je reprends l'exemple de l'Italie. L'Italie vient de recruter 84 000 professeurs supplémentaires pour dédoubler les classes. Pourquoi en France ne pourrait-on pas embaucher 100 000 jeunes, y compris des étudiants, ça, on peut tout faire. Par exemple, en licence d'histoire, vous pourrez imaginer un jeune qui vient accompagner un professeur d'histoire, on dédouble les effectifs et on permet, j'en suis d'accord avec Mireille, que la vie reprenne, parce qu'elle l'a dit et c'est très juste, métro, boulot, dodo, ça n'est pas la vie. Nous ne sommes pas que des agents économiques qui allons travailler, rentrons le soir et puis ensuite nous reposons pour renouveler notre force de travail. On a besoin de contacts sociaux, on a besoin de se cultiver, on a besoin de se divertir. Et pour autant, Mireille, elle ne va pas voter pour vous, c'est aussi ce qu'elle vous a dit. Oui, mais ça, j'y viens, je m'autorise la possibilité de convaincre Mireille. Mireille a parlé de la précarité d'un mot. S'il y avait une grande proposition à faire, il faut partager les richesses. Je termine là-dessus, mais tout le monde a l'air de découvrir qu'il y a un lien entre la concentration de richesses entre quelques mains et l'extension de la pauvreté. La pauvreté ne tombe pas du ciel. Pendant que la France a 10 millions de pauvres désormais, pendant qu'un jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France, que nous avons 300 000 personnes sans domicile, les milliardaires ont accru en 2020, au cœur de la pandémie, de 175 milliards leur fortune. En France, 7 personnes possèdent autant que 30% de la population réunie. Les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses. Il faut organiser le partage des richesses. On pourrait imaginer, et je m'en tiendrai là, une contribution exceptionnelle en période de crise. Puisqu'Emmanuel Macron nous a dit « nous sommes en guerre », il faudrait une contribution exceptionnelle sur celles et ceux qui ont le plus. Bon, on retrouvera Mireille à la fin de cette émission et on verra si vous l'avez convaincu ou pas. Merci Mireille, vous restez avec nous bien sûr et vous écoutez Adrien Quatennens, évidemment. Alors, on va maintenant parler de vous en tant qu'opposition, parce qu'on en a parlé à certains observateurs, et en l'occurrence Théophile, qui trouve que votre opposition dans cette crise du Covid, et on l'a entendu ce soir à nouveau, est assez systématique, peut-être un peu trop contre-productive. Votre rôle d'opposant, selon lui, et on va l'entendre, est un peu flou. Est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron? C'est ce qu'il semble suggérer. Voici ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Vous lui répondrez. De toute façon, l'opposition, elle va réagir selon un biais d'opposition. Donc voilà, elle va
regarder un petit peu ce que fait le gouvernement. Et elle prépare déjà un petit peu ses futures flèches, ses futures critiques. Donc voilà, là, elle part du principe que le pays sera reconfiné. Donc elle se prépare déjà à critiquer. Et finalement, le président, en prenant un petit peu à contre-pied toutes ces attentes, il va mettre un peu les gens dans l'embarras. Et du coup, on voit bien justement tout ce flou, même dans l'opposition. Je pense que finalement, là, ça se retourne quand même un peu contre eux. Alors, les décisions prises actuellement se retournent contre l'opposition. Je veux bien que vous répondiez à Théophile. Est-ce que vous avez l'impression que Emmanuel Macron, il vous savonne la planche en prenant des décisions auxquelles personne ne s'attend ? Non, c'est juste qu'Emmanuel Macron ne tient aucun compte des propositions formulées par l'opposition. Mais je veux le dire à Théophile, et d'ailleurs, ça prouve encore qu'on a un certain travail à faire pour rendre compte de tout ce que nous faisons. Pour le non-reconfinement, il l'a fait. Ouais, mais personne ne voulait reconfiner. Depuis le début de la pandémie, je crois que, sans avoir les chiffres exacts, mais la France Insoumise, depuis le début de la pandémie, c'est quelque chose comme 15 propositions de loi, un guide de protection des salariés, un guide de mesures d'urgence, un plan de déconfinement, les alternatives au confinement. Tout ça, Théophile et tous les autres peuvent le retrouver. On a eu de cesse de faire des propositions qui, je le crois, sont utiles au pays. Et j'entends pas beaucoup de gens, d'ailleurs, y compris dans l'opposition politique, formuler des propositions, alors qui sont des défis logistiques. Par exemple, on vient de parler de la société en roulement, mais au moins, on fait des propositions qui sont à la disposition du gouvernement. C'est pas une opposition principielle, je veux le dire. Si Emmanuel Macron fait quelque chose que je crois bon, j'hésiterai pas à le dire. Et en revanche, si des propositions... Vous arrive pas souvent. Bah non, parce que manque de peau pour lui, il fait pas souvent de bonnes choses de mon point de vue. Une autre réaction d'observateur, on continue à parler de vous, de votre parti et de votre chef, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Est-ce utile de le citer ? Laurent, notre chanteur lyrique, trouve que peut-être il en fait un peu trop, qu'il est un peu trop présent, un peu trop autoritaire, un peu trop tout, en fait. Alors, vous allez pouvoir lui répondre. Écoutons ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, pour moi, c'est un homme politique de l'arrière-garde. Et c'est vrai qu'il a peut-être une tendance à monopoliser la France insoumise à lui. Et j'ai l'impression quand même que l'image que donne que Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément très aimé à la France insoumise. Moi, c'est l'image que j'en ai. Après, qu'il y ait une petite tendance fascisante, pas dans le sens extrémiste de droite, comme on peut l'imaginer, plutôt dictatorial, on va dire. J'aurais peut-être un peu tendance à le penser. Alors, on va revenir sur le dictateur Mélenchon dans un instant, mais il y a une chose qui est intéressante. Il dit « J'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon n'est pas si aimé que ça dans son parti ». Est-ce que vous avez envie de répondre ? Oui, bien sûr. J'aurais préféré pousser la chansonnette avec Laurent, mais je vais lui répondre. Une prochaine fois. Bon, il faut voir une chose, c'est qu'il dit « Ouais, Jean-Luc Mélenchon, omniprésent, tout ça ». Je ne connais pas beaucoup de responsables politiques de la génération de Jean-Luc Mélenchon qui ont été capables de mettre en avant de la scène autant y compris de jeunes, dont je fais partie avec d'autres, avec ma collègue Mathilde Panot, avec plein d'autres. Est-ce qu'il fait l'unanimité au sein du parti ? Écoutez, il semble dire les choses sont assez claires. Regardez, à l'heure où vous avez plein de formations politiques qui, alors qu'on vit une crise majeure, qui est une crise systémique, qui montre la nécessité de rupture avec ce modèle, vous en avez plein qui sont engagés dans des processus de primaire, qui vont s'écharper jusqu'à l'automne prochain pour savoir qui a le joli sourire, la bonne couleur de cravate. Nous, la famille est rassemblée. Et quand tout le monde a été interrogé pour savoir si Jean-Luc Mélenchon était le bon candidat, nous l'avons dit. Et c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui arrive avec une baguette. Si j'étais convaincu de quelque chose d'autre... On peut le retourner. On peut dire que c'est ce qui arrive dans les formations qui sont bâties autour d'un leader charismatique. C'est le cas au Rassemblement national où personne ne conteste Marine Le Pen. C'est le cas à La République En Marche où personne ne conteste Emmanuel Macron. C'est pas sûr. Et c'est le cas. Et c'est le cas chez vous. Donc, ce dont vous faites une qualité peut être aussi interprété quand le fait que ce ne sont pas des partis très démocratiques et ce sont des partis où tout le monde suit aveuglément le chef. Comme vous me dites qu'il faut que je réponde à la serpe un peu, je ne vais pas vous détailler le processus. Vous êtes quand même non, mais je vais pas détailler le processus de désignation de notre candidat. Mais comprenez une chose. Nous devons concourir à une élection dans un système hyper présidentialisé que nous contestons, mais on doit bien gagner l'élection avec les règles actuelles. Donc c'est la Ve République qui est aussi, vous en conviendrez, la rencontre entre le peuple français et une femme ou un homme. Absolument. Ça, c'est la première chose. Ensuite, répondre aussi à Laurent sur un fait. On peut ne pas aimer la couleur de la cravate de Jean-Luc Mélenchon, la manière dont il parle, mais on peut aussi admettre que compte tenu des résultats qu'il a eus aux 2 dernières élections précédentes, je rappelle qu'à la dernière, tout le monde s'accorde à dire que la campagne était une bonne campagne et on est quand même arrivé dans un mouchoir de poche à la fin. Parmi les 4 candidats de tête. On demande à personne de tomber amoureux de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le sujet. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même le répond tout le temps.
il dit tout le temps « je suis d'abord le candidat d'un programme ». Ce que nous avons réussi à faire et que nous allons continuer à faire, raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes partisans des campagnes longues, c'est qu'un programme politique... Et des réponses longues. Un programme politique, c'est pas juste un document en papier glacé qu'on sort 3 mois avant une élection. Il faut l'ancrer. Si vous sortez dans la rue et que vous interrogez un passant sur quels sont les axes principaux de Jean-Luc Mélenchon et de son programme, les gens savent vous répondre. 6ème République, partage des richesses, planification écologique, ils le savent. Pourquoi ? Parce que c'est un travail de fond que nous faisons. Et moi, je considère que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est encore le mieux placé, et de loin, pour faire gagner notre camp. Alors, c'est pas si évident que ça, parce que ce que vous avez dit pour la campagne passée est évident. Vous êtes arrivé dans un mouchoir de poche et vous n'avez pas raté de beaucoup la qualification au 2e tour. On va voir en revanche 2 sondages de cette semaine. Alors, la gauche n'est pas en forme du tout, aux alentours de 30%, même 20%, et Jean-Luc Mélenchon aux alentours de 10%. Donc, vous êtes très loin des chiffres de la dernière campagne et l'entrée très précoce en campagne de Jean-Luc Mélenchon n'a pas provoqué la dynamique que vous espériez. Je ne vais pas me lancer dans un décryptage des sondages, on sait comment ça fonctionne, on sait aussi le fait que souvent ceux qui les commandent ont un avantage, peu importe. Nous avons des outils d'ailleurs internes pour savoir à peu près où nous en sommes. Vous en êtes où ? Moi je suis plutôt rassuré sur un fait, Gilles Barthélémy, c'est que la dernière fois, vous l'avez dit, on est arrivé à la fin dans un mouchoir de poche, on a manqué la qualification de peu. C'est vrai. On est arrivé à près de 20%. À la même période, en temps, qui nous séparait de la présidentielle, qu'aujourd'hui, on était à 8%. Donc, je suis plutôt rassuré, c'est un bon point de départ. Mais surtout, ce que vérifie le sondage, alors c'est clair, j'en suis d'accord, la gauche, quand on l'additionne, elle n'est pas en très bonne santé. Moi, on me raconte parfois une époque où, quand la gauche n'atteignait pas 40% en additionnant tout le monde, on s'inquiétait. Là, on est très loin de ça. Donc, une chose est sûre, ce qu'il s'agit de faire d'abord et avant tout, je le dis, c'est d'amener des millions de dégoûtés qui s'abstiennent à la politique. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Parce qu'on voit de scrutin en scrutin une abstention considérable, et ce n'est pas que la Covid, c'est une tendance politique très forte. Et donc pour ça, il faut la clarté et un projet politique de rupture et de gouvernement. Et c'est ce que nous proposons. Alors après, eh bien, il y a une campagne, on en verra les résultats et on se donne les moyens. Vous voyez, on a sorti une petite revue, c'est le numéro 1 sur la 6ème République, qui est en librairie. Ce dimanche, à 15h, on fera une forme d'émission, meeting en réalité augmentée, sur la démocratie, les libertés de la 6ème République. On se donne les moyens de faire une campagne pour ancrer un programme, bâtir une majorité d'adhésion et faire en sorte que les gens arrêtent d'être uniquement dans le vote contre. D'ailleurs, ça s'appelle noussommepour.fr parce qu'on veut défendre un projet. On veut appeler les gens à arrêter de voter contre, mais voter pour. L'Assemblée nationale dont vous êtes membre examine le texte contre le séparatisme depuis lundi, je crois. Est-ce que vous pensez que le séparatisme islamiste, ça existe en France, ou est-ce que c'est un fantasme de la majorité d'Emmanuel Macron ? Mais il y a de l'islamisme et il faut la combattre, c'est une évidence. Il faut combattre clairement le terrorisme djihadiste. Mais il faut aussi protéger les croyants, quelle que soit leur religion. Et j'observe que ce texte, qui est un texte d'affichage, après notamment les attentats terribles que nous avons eu à vivre et l'assassinat de Samuel Paty, est un texte qui ne va rien permettre, Gilles Bernstein, rien en termes d'amélioration. Vous voterez contre ? Oui, le texte n'améliore absolument rien dans la lutte contre le terrorisme. On ne lutte pas contre le terrorisme avec autre chose que des moyens humains, des moyens de renseignement. Et ça n'apporte rien. C'est un texte dont on parle maintenant de renforcement des principes républicains. Emmanuel Macron lui-même avait dit qu'il y avait, vous vous en souvenez, il avait parlé d'un terreau social favorable à l'obscurantisme. Tous nos amendements permettant véritablement de renforcer la République, les services publics, l'école, dont vous devez savoir que 500 communes sont dépourvues d'écoles publiques. Toutes sortes d'amendements sur justement ce terreau social sont balayés systématiquement. On ne peut parler que des signes religieux. Alors, ils disent que c'est pas dans la loi, mais on ne parle que de ça. On va en parler, ça tombe bien. Absolument, car sur la question des séparatismes, il y en a une dont la majorité craint qu'elle pollue le débat, c'est celle du voile. Et pourtant, quand moi j'évoque le sujet des séparatismes et de cette loi avec nos Français, eh bien le sujet du voile, il revient quasiment systématiquement. Laurent, notre chanteur lyrique, trouve que c'est une question épineuse, difficile à synthétiser, bien sûr, mais il m'en a néanmoins parlé tout à l'heure, il m'a dit ça. Est-ce qu'on peut empêcher une femme de se voiler ? Ça dépend de tout ce qu'on entend par le voile. Moi, je pense quand même que c'est un symbole de soumission. Toutes les religions ont quand même une vision assez rétrograde de la femme. Pour parler de là où j'habite, j'ai quand même l'impression, mais c'est une impression, qu'il y a de plus en plus de voiles. Mais je me dis aussi que si je vais en Bretagne, là où je passe mes vacances, il n'y en a pas. Il y a aussi un problème de concentration des choses en ville qui fait qu'on a une impression globale d'augmentation. Alors, il n'y a évidemment pas de débat interdit. Qu'auriez-vous envie de répondre à Laurent qui s'est exprimé sur cette question ?
Mais dire une chose, il ne peut pas être question de faire la police du vêtement. Je pense que Laurent sera d'accord. La laïcité, c'est la séparation de l'État et de la religion, c'est la séparation de la politique et de la religion. Pas de politique en religion, pas de religion en politique. Un voile sur une fillette, ça vous choque pas ? Bah écoutez, à titre personnel, ce ne serait pas ma préférence, mais en tout cas, on n'a pas à faire la police du vêtement. On doit exiger la neutralité des agents du service public qui incarnent l'État. On doit faire en sorte, effectivement, que les écoles soient débarrassées de tout prosélytisme religieux, raison pour laquelle on interdit notamment les signes religieux de quelque religion que ce soit, Gilles Bernstein, à l'école. Mais pour le reste, qu'on ne commence pas à organiser les religions. Cette loi, vous savez, qui prétend renforcer la laïcité, en fait, elle est à rebours de la loi de 1905 de séparation. Non mais attendez, j'y viens. Parce que c'est une loi qui va conférer plus de pouvoir encore, plus de moyens au culte. Notamment avec les biens de rapport qui permettraient au culte, aux églises, de disposer de moyens financiers dont ils ne disposent pas aujourd'hui. Non, l'État est indifférent aux religions. C'est ça que ça veut dire. L'État, son rôle, c'est de faire respecter les lois de la République. Et si n'importe qui, quelle que soit la religion, quelle que soit l'association, contrevient aux règles de la République, alors l'État sanctionne. Mais l'État ne doit pas se mêler d'organiser les religions. Sinon, on est dans quelque chose de type concordataire. C'est pas le sujet. Et quand Laurent dit c'est un symbole de soumission, vous lui répondez quoi? Mais ça, c'est l'appréciation de chacun. Il y a plein de signes. Et vous ne partagez pas cela? Mais j'ai même pas envie de me prononcer sur le sujet. Mais pourquoi? Vous êtes un responsable politique. Mais parce que mes convictions personnelles, philosophiques, religieuses, quelles qu'elles soient. Mais là, ça trait à ce qu'on pense de la société. Moi, je suis pour Est-ce que le républicain que vous êtes pense que le voile est un signe, comment il a dit, de soumission? Est-ce que vous pensez le républicain que je suis dit une chose, c'est qu'il y a séparation de l'Église et de l'État, mais n'associez pas la République à l'idée de savoir si telle ou telle pratique religieuse est bonne. C'est là, vous faites une confusion. Mais non, je vous demande, vous pouvez ne pas vouloir répondre. Moi, j'estime, je préférerais que ça ne soit pas le cas. Mais il n'appartient pas à des responsables politiques de faire en sorte qu'on organise la pratique du culte dans l'espace public. En revanche, que l'on exige qu'à l'école, il n'y ait pas de signes religieux, évidemment, ça me paraît être une évidence. Que les services publics, que les personnes qui incarnent les services publics soient soumis à la neutralité, c'est évident. Mais disons une chose véritablement, la laïcité, elle est là pourquoi? C'est pas un athéisme d'État ou quelque chose qui est finalement un mot agréable et sympathique pour détester toujours une seule religion. Parce que souvent, il y a de la géométrie variable. On pourrait interdire les kippas pour les petits garçons aussi. Je vais vous dire une chose, Gilles Bernstein. À la France Insoumise, par exemple, nous avons proposé un amendement, je n'en cite qu'un seul, puisque comme ils veulent renforcer la laïcité, nous on est présents pour renforcer la laïcité. Vous verrez alors qui sont les ambigus. On a proposé deux choses. La loi par excellence laïque, c'est la loi de 1905, on est bien d'accord, de séparation des églises et de l'État. Est-ce qu'on est d'accord pour qu'elle s'applique sur tout le territoire de la République et donc qu'on abroge le concordat d'Alsace-Moselle? Ils ne veulent pas. Pourquoi? C'est-à-dire on ne pourrait parler que du voile, du voile, du voile. D'ailleurs, M. Darmanin nous dit qu'il n'y a pas le voile dans le texte, mais regardez les débats, on ne parle que de ça et c'est toutes les surenchères possibles et imaginables sur le sujet. Donc, à un moment donné, totalement vrai parce que c'est le gouvernement lui-même qui n'a pas voulu qu'on parle de l'amendement d'ordre. Dernier exemple. Est-ce qu'on peut on est juste, très juste, je termine. Quand on propose, oui, mais j'y arrive. Quand on propose que les élus, quand on propose que les élus ne participent pas ès-qualité à des cérémonies religieuses, l'amendement est balayé. Pourtant, ça renforce la laïcité. Par clientélisme, des élus assistent à des cérémonies religieuses. Nous n'y sommes pas favorables. C'est l'heure de la confrontation. Alors, le quoi qu'il en coûte, comme son nom l'indique, eh bien, il coûte. Alors, vous pensez, avec Jean-Luc Mélenchon, que la dette que l'État a contractée ne doit pas être remboursée. Vous allez en débattre avec Agnès Verdier-Molinier, qui pense très exactement l'inverse. Et pour lancer la discussion, je vous propose qu'on écoute le président de la République. C'était lors de ses vœux le 31 décembre. Et il justifiait, lui, en tout cas, ses dépenses publiques massives. Notre pays est l'un de ceux qui est le plus intervenu pour protéger et accompagner les jeunes, les travailleurs, les entrepreneurs. Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume, car il a permis de préserver des vies et de protéger des emplois. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier, vous êtes directrice de l'IFRAP, qui est un think tank libéral, comme il est convenu de dire, et autrice de La France peut-elle tenir encore longtemps chez Albin Michel. Alors vous posez la question, mais vous y répondez non, évidemment. Les Insoumis parlent de dette perpétuelle, ce qui veut dire en gros que c'est une dette qu'on ne rembourse pas. Dites à Adrien Quatennens ce que vous en pensez. Je précise une chose, vous êtes tous les deux des très beaux parleurs, très intelligents, très brillants, très longs, donc je vous propose de faire court l'un et l'autre pour que vous puissiez débattre. Et je me tais. Alors
Ah, c'est un débat entre vous. Alors, si je vous connais l'un et l'autre. Si c'est moi qui commence, évidemment, je pense qu'on partage l'inquiétude sur la dette, puisque la dette ne fait que monter. On a emprunté 1 milliard d'euros par jour, c'est ce que je dis dans mon livre. En 2020, c'est 700 000 euros par minute, donc c'est gigantesque. J'ai vu que vous proposez tout simplement soit d'annuler la dette, soit de la rendre perpétuelle. Et là, j'ai envie de répondre que c'est tout à fait impossible. Pourquoi ? Parce que si c'était si simple, d'abord, d'autres auraient eu cette bonne idée. Par ailleurs, si on disait on annule la dette, tout simplement, la dette qui a été rachetée par la BCE, eh bien, ça arrive dans le bilan de la Banque de France qui appelle l'État, qui dit « Moi, j'ai un énorme trou à financer, il faut que l'État me renfloue, je ne peux pas continuer comme ça. » Et l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il appelle les Français et il dit « Maintenant, il va falloir payer des impôts. » Donc, ça, c'est pas possible. Dire on remboursera pas quand on doit emprunter presque 300 milliards d'euros par an sur les marchés, une grosse partie sur les marchés. Est-ce que quelqu'un va continuer à nous prêter dans ces conditions ? Donc ça veut dire que à ce moment-là, il faut d'abord complètement assainir les finances publiques. Donc ça tient pas la route 2 minutes non plus. Donc la seule solution, c'est faire ce que je propose dans le livre, un plan de désendettement. On stabilise la dette, on baisse la dépense, on arrive à rétablir nos comptes publics. C'est ce qu'ont fait les pays du nord de l'Europe. Et c'est grâce à eux qu'on continue à emprunter sur les marchés à très bas taux. Adrien. Bon, d'abord, il y a une erreur à ne pas commettre. Ce serait de comparer la dette publique, et je pense que là, on pourrait être d'accord, à la dette d'un ménage. Souvent, on parle aux Français en disant « Oula, au secours, on est endetté ». Et les gens, comme ils pensent qu'une dette, c'est la dette qu'ils ont pour rembourser, par exemple, leur maison, ils comparent la dette publique à la dette d'un ménage. Ça n'a rien à voir, et il faut le préciser, parce que l'État a du patrimoine, parce qu'il y a des investissements, d'abord et avant tout. Donc, on ne peut pas le comparer. C'est trop souvent un outil qui sert finalement à faire en sorte que ah bah d'accord, on est endetté, donc on va un peu se resserrer la ceinture et accepter toujours qu'on le fasse davantage. De quoi parle-t-on ? On parle aujourd'hui de 2400 milliards. Ce qui veut dire que... Ah, c'est beaucoup plus. Ouais, bon, on est plutôt au-delà des 2700. OK, alors imaginons que ça soit 2700, ça veut dire que même si on n'empruntait plus du tout et qu'on était excédentaire de 10 milliards chaque année, ce qui est hautement improbable, il nous faudrait donc quelque chose comme 270 ans pour la rembourser. Donc c'est impossible. C'est impossible. Et d'ailleurs... c'est pas seulement les insoumis qui le disent, j'ai quelques noms en tête que vous allez devoir convaincre, mais M. Alain Minc n'est pas un insoumis, M. François Bayrou non plus, M. Guillaume Pelletier, M. Nicolas Terry du Crédit Mutuel non plus, M. Gaël Giraud non plus. Donc c'est une idée qui est de plus en plus partagée par des économistes, pour une raison que tout le monde peut comprendre, c'est que devant nous, nous avons des défis considérables. J'en cite qu'un seul pour pas être trop long, la question du changement climatique, qui va nécessiter des investissements très important et une mobilisation plus grande encore que la Covid-19. Donc, on va avoir besoin d'investissements. Donc, on ne pourra pas la rembourser. Alors, vous dites, on ne peut pas le faire. Pardon, madame, mais on l'a déjà fait. Ça a été fait, par exemple, avec l'Allemagne en 1953, et vous le savez. Si cet exemple vous paraît... Et on n'a pas payé nos dettes de guerre. On a annulé une grande partie, la moitié de la dette de l'Allemagne. Mais bon, ça peut paraître un exemple lointain, donc j'essaie de prendre plus contemporain. Un pays qui n'est pas un pays communiste échevelé, que vous connaissez bien, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, le fait en ce moment. La Fed, la banque des États-Unis, a racheté pour 2300 milliards de titres de dette, précisément pour donner la BCE fait pareil. La Banque Centrale Européenne, il faut dire une chose, c'est que par définition, elle ne manquera jamais de liquidité, puisque c'est elle qui imprime les billets. Donc quand on parle d'annuler la dette, quand vous faites votre raisonnement, mais c'est une petite tactique de rhétorique, c'est en gros, les insoumis ne sont pas sérieux, ils veulent simplement rayer d'un trait de plume la dette. Je termine juste, c'est un peu plus vous avez été sage jusqu'à présent l'un et l'autre. Non, mais pour dire ce que c'est annuler la dette, pour pas que les gens pensent qu'en gros on s'en fiche. Non, c'est pas le sujet. Il s'agit de dire la Banque Centrale Européenne rachète des titres de dette directement aux États et elle les met au congélateur. Aujourd'hui, c'est pas direct. En réalité, aujourd'hui, la BCE ne peut pas racheter directement. Elle rachète en ce qu'on appelle en second rideau, c'est-à-dire elle le fait. Mais elle le fait déjà de manière très importante. C'est ça que vous oubliez. Vous citez les États-Unis, mais la BCE, elle a déjà 2700 milliards de dettes dans son bilan. Donc c'est déjà gigantesque. Donc vous avez l'air d'oublier ce qui s'est passé avant. Elle a déjà racheté massivement de la dette. Justement, pourquoi ne pas continuer ? Si elle continue... Répondez à la question, Gilles Bernstein. Oui, mais il y a une limite. Il y a une limite à cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller jusqu'au-delà d'un certain niveau. Parce qu'à un moment, on met en péril notre monnaie. On met en péril toute notre économie. On met en péril, finalement, la vie des gens aussi. Parce que beaucoup de choses, nos épargnes sont en euros. Les achats que nous faisons sont en euros, etc. Donc attention, tout ce que vous proposez... peut impacter. Non mais la Grèce, on n'a pas annulé la dette de la Grèce. Et alors, quand vous dites que Mario Draghi est arrivé, et ils l'ont pas payé. J'aimerais répondre à ce que M. Quatennens a dit. Il y a des précédents dans l'histoire. La banqueroute des deux tiers, 1797,
on rembourse qu'un tiers de la dette. Et donc, en fait, on met à sec les épargnants français. De Londres, les épargnants français. Et alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? On met des années avant de pouvoir réemprunter. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la signature de la France, c'est quelque chose de très, très précieux. Et que si demain, vous commencez à dire « on s'en fiche », on annule, on rembourse pas. On fait. Attendez. Mais respectez mon point de vue. Vous n'avez pas le même. Mais vous lancez dans le débat public en permanence. La mettre au congélateur, c'est un peu ça. L'idée finalement qui est sous-jacente, c'est pas grave. On n'a qu'à dépenser encore, faire du quoi qu'il en coûte sans problème. Et vous dites investir. En fait, mais moi j'ai fait le travail de regarder d'où vient la dette. Est-ce que c'est de la dette d'investissement ? Pas du tout. La dette française, c'est pas de la dette d'investissement. C'est de la dette de fonctionnement. C'est pas vrai. J'ai tous les chiffres. Depuis 1995. Non, mais là, on parle de la dette Covid. On parle essentiellement de la dette Covid. 900 milliards. Mais oui, mais le problème. C'est une dette de fonctionnement, mais là où vous vous trompez. Vitale. Là où vous vous trompez, c'est que la dette Français. Covid, c'est 265 milliards pour la France aujourd'hui. Parmi les 2700 et quelques milliards et bientôt 3000 milliards qu'on aura dans 2 ans de dette. Donc vous voyez bien que la dette Covid... Celle-ci, on pourra la congeler. Mais alors, ce que je propose dans mon livre, c'est de dire, tout simplement, la dette Covid, on la cantonne. On la met dans une caisse comme... Non, mais c'est pas du tout la même chose. Comme pour la dette de la Sécu, on la met dans une caisse et on l'amortit. Bon, mais ça demande... Ce que M. Quatennens a envie de dire, c'est que ça demande une recette en face. Ou alors ça demande de baisser la dépense en face. On y vient. Et alors, là donc... leur solution, c'est toujours plus d'impôts, plus de dépenses. Je crois que c'est pas la bonne solution. Je crois qu'il faut aussi, à un moment, assumer ce que nous faisons. Nous dépensons trop, nous taxons trop. Donc c'est maintenant qu'il faut se poser la question de réformer notre modèle. 2 minutes pour le débat, 1 minute chacun. Oh, vous êtes sévère. Non, d'abord, la composition de la dette. En gros, 25% de notre niveau de dette vient de la hausse des taux d'intérêt d'après 1990 et la réunification de l'Allemagne. 25 autres % de la dette, on peut l'estimer, vient des différentes baisses d'impôts. Parce qu'on s'est privé de beaucoup de recettes. Moi, si vous voulez que je vous donne des idées de recettes, j'en ai plein. Si on annule, par exemple, la flat tax, les allègements d'impôts de toutes sortes, le crédit d'impôt compétitivité emploi, dont tout le monde voit les réussites, il y a beaucoup plus de recettes. Vous savez aussi que l'évasion et la fraude fiscale sont estimées à 80 à 100 milliards d'euros par an. D'accord ? Donc non, mais je termine, c'est mon tour si vous le supportez. Mais là, c'est bientôt fini. C'est 2 fois le service de la dette française l'année dernière. Je crois simplement vous dire une chose, c'est qu'en fait, quand je vous entends, on n'a pas la même inquiétude. Vous vous inquiétez de la tenue absolue des comptes et de la monnaie en bon ordre. Mais attendez, moi je vous dis une chose. Parce que dire à la jeune génération... de la laisser parler. Je pense que je l'ai bien laissé parler. C'est un débat. Du coup, c'est un débat. Laissez-moi terminer. Je l'ai écouté assez longuement aussi. Je termine d'un trait. Ce n'est pas sérieux de proposer à la jeune génération et à toutes les suivantes d'avoir pour seul horizon de se lever le matin et de s'arracher au travail pour rembourser la dette. On a mieux à faire. J'aimerais répondre. On a des défis. J'aimerais pouvoir répondre. Je pense que si on vous suit... c'est là qu'on va vers la faillite de la France. Donc il faut faire très très attention. Les générations futures, elles ont besoin qu'on puisse produire en France, qu'on puisse avoir des entreprises en France qui se développent, qui font de la croissance. Et ça, c'est en baissant la dette qu'on pourra le faire. Pourquoi ? Parce que tous les pays qui ont réussi à baisser leur dette, ils ont réussi à avoir un taux de chômage beaucoup plus faible que nous et à avoir une meilleure croissance. Et quand vous dites qu'on a baissé trop les impôts, eh bien, c'est faux. On est le pays qui a le plus d'impôts. On est au maximum du monde en impôts. Et on a des impôts sur les entreprises qui nous plombent. Pourquoi ? Pour financer notre dépense publique supplémentaire et pour financer... Est-ce qu'on peut conclure ce débat ? Il est 44, je crois que vous devez partir d'ailleurs. Absolument. Donc, je déclare ce débat terminé. C'était un très beau débat de très haute tenue. Il faut baisser la dette, mais de manière intelligente. Merci à tous les deux. Regardez vos chaussures, serrez-vous la ceinture. Adrien est revenu. On va lui donner... Vous êtes toujours pour plus de taxes, donc vous n'êtes pas décevant. Moi, je suis pour la vie, madame, la transition écologique. Plus de taxes, plus de chômage pour les jeunes, ça c'est votre credo. Plus de chômage. J'ai beaucoup d'emplois à créer, avec y compris ce que nous proposons. Oui. J'aimerais bien savoir combien, on les a pas vus encore. Eh bien, la transition écologique, par exemple, c'est plus d'1 million d'emplois à créer. Et si vous voulez, on en fait le détail ensemble. Bien sûr. Par contre, vous, comment ça fonctionne ? Bizarrement, entre-temps, vous aurez détruit tellement d'emplois que ce sera la pauvreté pour tous. Vos idées gouvernent.
gouverne. Ah non, est-ce que ça fonctionne? pas. Non, tout absolument le monde pas. le Vous avez voit, pu bien sûr baisser que si. l'impôt véritablement en France, Mais vous avez avec pu Emmanuel baisser la Macron, dépense vous avez en été France. bien servi. Ouais. Le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus, qui emprunte le plus sur les marchés. Mais regardez un peu l'ISF, la flat tax. 7 personnes possèdent autant que 30%. Tout le monde le comprend. J'adore ce débat. Ahurissant, moi aussi. C'était passionnant. Merci Adrien d'être venu. En attendant de vous redonner la parole vite fait sur un totalement autre domaine, nous vivons au rythme de révélations toutes plus sordides les unes que les autres sur des affaires d'inceste. Alors pour les uns, il s'agit de dérives individuelles. Certains, à droite, en profitent pour faire le procès de la gauche. C'était le cas hier de Nelly Garnier au Conseil de Paris. Nelly Garnier qui est le bras droit de Rachida Dati. C'était hier au Conseil de Paris. On l'écoute, vous commentez. J'ai honte pour vous, j'ai honte pour la gauche française, d'autosatisfaction de la part d'une gauche mondaine qui aura tout couvert. Oui, parce que pour cette gauche, ce n'est jamais du viol, c'est de l'amour. Pour cette gauche, ce n'est jamais de la pédophilie, vous savez, c'est de l'art, c'est de la littérature, c'est de la photographie. Alors depuis des mois, les débats au sein de ce Conseil, ils sont pollués par votre incapacité à agir. Mais vous comprenez, vous pensez que vous êtes les meilleurs, alors vous nous répondez que vous allez continuer à être les meilleurs. Eh bien, j'ai honte pour vous, et excusez-moi, je voterai contre ce vœu. Alors, vous êtes un jeune homme né très longtemps après 1968. Est-ce que, comme une partie de la droite, vous estimez que l'esprit de 68 a favorisé ce genre de dérive? C'est indigne de dire ça. Et ces propos ne sont pas dignes de la fonction que cette femme occupe. Voilà, je le dis, c'est faire de la politique politicienne de bas étage au ras des pâquerettes sur des sujets aussi sensibles qui devraient, je pense, par-delà notre désaccord politique, nous rassembler. Alors, on ne serait peut-être pas d'accord sur les moyens qu'il faudrait y allouer, parce qu'il faut aussi de l'argent pour lutter contre tout ça. Et Agnès Verdier-Molinier vous dirait qu'on va creuser la dette. Mais il y a des choses à faire qui devraient nous rassembler. Et sur ce sujet-là, franchement, faire de la politique au Conseil de Paris et fustiger un camp politique sur le sujet de l'inceste ou des violences sexistes sexuelles, je pense que franchement, c'est pas à la hauteur, quoi. Voilà. Réponse très claire. Adrien, le retour. Absolument. Et Mireille, le retour surtout depuis Pipriac, toujours. Je suppose qu'elle n'a pas bougé depuis 47 minutes. Mireille, en direct avec nous. Vous avez écouté Adrien Quatennens pendant toute l'émission. On a bien senti au début que vous nous disiez, bah voilà, moi je suis pas du tout prêt à voter Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a pu vous faire changer d'avis, Adrien Quatennens? L'avez-vous trouvé convaincant ce soir? Êtes-vous une mélenchoniste qui signerait jusqu'à maintenant? Pas du tout. Pour moi, c'est une personne qui est jeune, mais qui fait une politique de 30 ans de plus, quoi. C'est une vieille politique. Il n'y a rien de jeune là-dedans. Vous trouvez qu'Adrien Quatennens, qui est en effet un jeune loup de la politique, ne parle pas en fonction de son âge? C'est ça que vous voulez nous dire, en gros? Tout à fait. Il parle 30 ans plus vieux. 30 ans plus vieux. Répondez-lui, Adrien Quatennens, il est là. Laissons-le répondre. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Mireille? Je vois pas très bien ce qu'il y a de vieux dans le fait de proposer qu'on change radicalement nos institutions, qu'on passe à la 6e République, que d'ailleurs on accorde beaucoup de ces revendications qui étaient celles des Gilets jaunes, qui permettraient au peuple d'intervenir dans la décision politique. Je pense qu'il faut partager les richesses, et ça, à tout âge, on peut en être d'accord. Je pense qu'on a devant nous une crise climatique considérable et qu'il faut y mettre tous les moyens, et que la France a des atouts pour le faire. Moi, j'aimerais juste dire une chose à Mireille, peut-être pour terminer. C'est que sans doute, si j'en crois ce que j'entends de ce qu'elle nous raconte ce soir, peut-être qu'elle a l'intention de s'abstenir lors des prochaines échéances électorales. Moi, je veux dire juste une chose à Mireille. C'est que parmi ceux qui s'abstiennent le plus, on le voit, c'est souvent les jeunes, c'est souvent les ouvriers, les employés. Vous savez, Mireille, ceux qui ont des moyens et qui défendent le système actuel, eux, à 8h du matin, quand les bureaux de vote sont ouverts, ils y vont. Et ils savent pourquoi ils y vont, ils défendent des intérêts. Posons-lui la question. Vous avez sans doute, Mireille, juste termine, vous avez sans doute, Mireille, 1000 raisons d'être dégoûté de la politique et de vouloir vous en tenir écarté. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que certains ont intérêt à ce que vous vous en teniez, vous, Mireille, écarté, parce que si vous ne prononcez pas dans les bureaux de vote, d'autres le font à votre place. Alors peut-être que vous n'aimez pas ma façon de parler, celle de Jean-Luc Mélenchon, mais de grâce, si vous le pouvez, intéressez-vous à nos idées, mettez-les en corrélation avec votre situation personnelle, et le moment venu, moi j'en suis persuadé, on peut faire autre chose. Je n'aimerais pas que vous parliez à la place de Mireille, on va lui poser la question. Mireille, sans nous dire pour qui vous allez voter, si vous allez voter, puisque le vote est secret, est-ce que vous comptez vous abstenir à la prochaine élection ou pas? Ou est-ce que vous vous déplacerez pour voter de manière républicaine? Est-ce que j'ai encore une chance de vous convaincre? Laissez-la répondre. Allez-y. Je vote à chaque fois qu'on doit voter. Qu'on ne vienne pas me dire que je ne vote pas, je fais mon devoir de citoyenne. Donc votre choix est déjà fait. Que ça me plaise ou pas. Alors moi, j'ai une question à vous poser parce que je ne veux pas le défendre, mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Qu'est-ce qui vous fait dire que les solutions de redistribution qu'ils proposent, on peut être pour ou on peut être contre? Mais vous dites de Jean-Luc Mélenchon qu'il n'a rien fait, mais
on est obligé de reconnaître que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été au pouvoir. Juste, Gilles Blanquette, Donc, peut-être que il Mireille ne peut pouvait nous dire, rien faire. puisqu'elle dit qu'elle va voter, peut-être que Mireille peut nous dire si elle a déjà un choix d'établi et éventuellement, si elle l'accepte, lequel. Je rappelle que le vote est secret en France et que Mireille n'est pas tenue de le faire. Elle n'est pas obligée. Répondre à Adrien Quatennens sur ce point, Mireille, ou vous ne préférez pas le faire? Je ne répondrai pas, c'est mon opinion personnelle. Et c'est votre droit. Et est-ce que j'ai encore une chance de vous convaincre? Est-ce que vous vous autorisez éventuellement? Parce que ça m'intéresse pour le coup. Vous qui, a priori, dites « je vote » et sans doute qu'il y avait déjà un choix. On va avoir une campagne de 13 mois devant nous. Est-ce que j'ai encore une chance de rendre audible ce que je propose avec mes amis avec Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce que pour vous, de toute façon, le choix est déjà définitif? C'est la démocratie. Mon choix est déjà définitif. Entendu. Bon. Mais je ne renoncerai pas à tenter de vous convaincre. Et on redemandera à Mireille si jamais elle sera convaincue. Merci 1000 fois, Mireille, d'avoir été avec nous depuis Pipriac dans l'Ille-et-Vilaine. Merci à vous. C'était de la démocratie en direct. Mireille a un choix, on le respecte. Et Adrien Quatennens voulait essayer de la convaincre, ce qui est exactement ce que doivent faire les partis politiques. Merci Mireille d'avoir participé à cette émission. Merci messieurs.